Merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité sur Niveau d'Info. Est-ce une situation de retournement de veste? C'est la question que l'on se pose lorsqu'on observe la crise politique qui s'annonce en Guinée-Bissau. Après plusieurs jours sur place, une mission de la CEDEAO dans le pays s'est achevée fin février, mais sans avancée majeure. Pour cause, cette mission mandatée par la conférence des chefs d'État de l'organisation régionale a été menacée d'expulsion par le président Umaro Sissoko Embalo, alors qu'elle avait pour objectif de renouer le dialogue entre les acteurs politiques bissau-guinéens en désaccord après la prolongation du mandat du président actuel. Lucas Baki, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs. Vous êtes journaliste, analyste politique et président exécutif de l'Institut africain d'études stratégiques et géopolitiques appliquées. On va parler de la Guinée-Bissau. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Est-ce que la Guinée-Bissau est au bord d'une nouvelle crise politique? Non, la Guinée-Bissau est plutôt au cœur d'une vraie crise. Vous savez, c'est un pays qui n'a jamais été stable depuis toujours. Et je crois que c'est l'un des pays qui a connu les coups d'État les plus répétitifs. Il a fallu donc le prédécesseur de Embalo, et donc Embalo cette fois-ci où on ne parle plus de coup d'État dans ce pays-là. Néanmoins, la crise politique perdure. Rappelons-nous un peu le contexte dans lequel Embalo était arrivé au pouvoir. Vous avez vu les élections en 2020 qui ont été sanctionnées par une tension politique, des contestations, plusieurs proclamations, et puis des quiproquos entre la Cour constitutionnelle et la Commission nationale électorale. Et il a fallu, si vous voulez, un appui déterminant de la CEDEAO pour pouvoir justement installer le président Embalo dans le fauteuil de son pays. Et donc, dans la foulée, ça veut dire que la CEDEAO elle-même a été une béquille importante, et elle l'est toujours pour Embalo, voyez-vous. Mais voilà qu'aujourd'hui, le président Embalo, c'est un peu le chien qui mord finalement son maître. Et pourtant, on va parler un peu de la personne de Embalo. C'est l'une des figures de proue de la politique bissau-guinéenne dans ces 20 dernières années. Officier supérieur de l'armée de réserve, il a quitté l'armée en 2005 et il est rentré en politique. Et donc, il a occupé plusieurs fois le poste de ministre et ensuite a été nommé Premier ministre de 2016 à 2018, avant précisément de passer aux élections et qui l'ont consacré dans le fauteuil présidentiel guinéen. A priori, au regard de tous les propos qu'il tenait à l'époque et tous les rêves qu'il entretenait, on allait s'attendre à un personnage providentiel pour le peuple guinéen, d'autant plus qu'il s'est montré engagé. C'est un combattant, c'est un conquérant de la vie, et tous les Guinéens étaient fondés à investir leur confiance en lui. Mais, une fois dans le fauteuil présidentiel, vous voyez ce qu'il est en train de faire. Il s'est montré, disons, le turiféraire le plus patenté de la CEDEAO lorsqu'il y a eu la crise au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Il était l'un des profondeurs les plus farouches de ces régimes-là, et il proclamait, voyez-vous, les règles de la CEDEAO, les principes de la CEDEAO qui devaient être respectés absolument. Donc, en tout état de cause, logiquement, si au sein de la CEDEAO, il y a un pays qui devait fouler aux pieds les règles de cette communauté, ce n'est sûrement pas la Guinée-Bissau, puisque justement, Embalo, lorsqu'il était président en exercice de cette communauté sous-régionale, il a fait preuve d'un zèle uni. Il s'est promené dans tous les pays d'Afrique et d'Europe pour justement diffamer, vilipender les putsch au sein de la CEDEAO, au point même où, lors de la visite du président Macron en Guinée-Bissau, il a soutenu qu'il entendait mettre en place une force anti-putsch. Parce que lui, il est démocrate et parce qu'il est républicain et il considère que les règles républicaines doivent être respectées, etc. Voilà lui qui a prêté serment le 27 février 2020 et donc logiquement qui finit son mandat, donc au cours de ce mois de février, dit non mais écoutez, je pense que c'est jusqu'au 4 septembre, mon mandat peut se prolonger jusqu'au 4 septembre, parce que c'était le 4 septembre. Et justement, comment est-ce que le régime justifie-t-il ce report, cette prolongation du mandat? Non, dans son entendement, c'est que c'est le 4 septembre 2020 que finalement, la Cour constitutionnelle bissau-guinéenne avait validé justement les élections. Et pourtant, lui, il avait déjà prêté serment. Ça, c'est un. Et du deux, lors d'une interview sur France 24 avec notre aîné Alain Foucault, il a été clairement dit, c'est lui-même qui a affirmé, qu'en Guinée-Bissau, la seule institution habilitée
à consacrer ou à valider une élection, c'est la Commission nationale électorale. Et que cette commission l'a proclamé vainqueur pendant plus de 4 fois. Parce que, comme je l'ai dit, il y avait un bras de fer entre la Cour constitutionnelle et la Commission nationale indépendante. Voyez-vous? Et donc, c'est sur la base de la proclamation de la Commission nationale électorale que le président Embalo a prêté serment le 27 février 2020. Et donc, aujourd'hui, il joue aux prolongations et il s'arc-boute sur la validation de la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle-là qu'il avait contestée, et donc il a contesté. Mais aujourd'hui, puisqu'il veut tirer le drap vers lui, il veut jouer aux prolongations, il veut donner le sentiment d'être un président tout fait. Donc, dont l'âme ou l'ombre plane sur tout le territoire et bissau-guinéen, il dit non, mais c'est la Cour constitutionnelle qui m'avait proclamé le 4 septembre. Donc, je peux prolonger mon mandat jusqu'à cette date-là et organiser les élections en novembre prochain. Sur la base de quoi? Personne ne peut justement le comprendre. En tout état de cause, on comprend qu'entre ce que les gens disent en tant qu'aspirants à la gouvernance et ce qu'ils font une fois qu'ils sont dans le fauteuil présidentiel, il y a un cap abyssal qui inquiète quand même les observateurs que nous sommes. Et il faut le rappeler, le président de la Guinée-Bissau est élu en décembre 2019, investi en février 2020 au scrutin uni nominal majoritaire de 2 tours pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois, sauf que le président avait décidé de ne pas se représenter pour un nouveau mandat. Quel intérêt alors de prolonger, d'opter pour une prolongation? Non, c'est une blague. C'est une blague. Quand quelqu'un a envie de laisser le pouvoir, on le sent dans son comportement, dans sa posture, dans son attitude. Il va se comporter en leader, en mesure de sécréter des énergies autour de lui, des leaders qui sont autour de lui et qui sont en mesure de prendre donc le relais lorsqu'il va quitter le pouvoir. Non, en fait, c'était un fantasme lorsqu'il nous dit qu'il était dans l'avion avec sa femme, qu'il lui a dit non, mais tu dois plutôt représenter. Il lui demande mais pourquoi? Et elle lui dit non, c'est que tu ne mérites pas des injures, des insultes, etc., etc. Et puis, lui, il réfléchit. La nuit, lui a porté conseil. Il dit le lendemain, non, madame, tu as raison. Tu as raison, je pense que je ne vais pas me présenter aux élections en 2025. Et voilà ce monsieur-là, aujourd'hui, qui est dans la posture d'une forme de censure, qui veut s'accrocher indéfiniment au pouvoir. Et qui, à un moment donné, il avait même dit qu'il entendait revenir, qu'il était possible pour lui de revenir sur cette décision. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il est en train de jouer à la comédie, c'est-à-dire c'est un acteur impénitent qui donne le sentiment de jouer avec le pouvoir et en même temps les aspirations du peuple bissau-guinéen, voyez. Et donc, mais c'est quand même un gâchis, comme je l'ai dit, il avait le profil qu'il fallait. Mais aujourd'hui, à tout point de vue, le président bissau-guinéen donne le sentiment de parler plus qu'il n'agit. Parce que quand vous vous interrogez un peu ses résultats à l'interne, il est à la tête d'un pays qui a 1,9 million d'habitants avec un PIB d'à peine 2 milliards de dollars. Et la principale activité, c'est l'agriculture, qui représente pratiquement 35%. Et puis, la culture en question, c'est la culture de la noix de cajou. Et c'est ce qu'ils exportent le plus. Normalement, dès qu'il vient, s'il avait une vraie vision, il devait structurer ce secteur, moderniser ce secteur et faire en sorte à augmenter justement la production agricole. Mais que constatons-nous? L'agriculture bissau-guinéenne n'a pas pris de l'ampleur, encore moins le secteur industriel qui représente 15% des revenus et d'autres secteurs. Bref, c'est un pays plutôt disloqué. Il n'a pas réussi le pari de la réconciliation, de la création d'un creuset dans lequel l'ensemble des peuples bissau-guinéens allaient se retrouver. Voilà le premier échec qu'on doit pouvoir ressentir. Et du coup, donc, vu l'affront qu'il y a entre lui et l'opposition et toutes les difficultés qui s'y mêlent, il comprend qu'il ne peut pas lâcher le pouvoir au risque justement de payer un lourd prix. Donc, attendez-vous à ce que, au-delà de cette prolongation-là, qu'il finisse par annoncer sa candidature, etc. Et maintenant, en tout état de cause, la question est de voir qu'est-ce que la CEDEAO fera après qu'on a menacé, après qu'on a menacé sa délégation qui était pourtant arrivée là-bas dans le but
d'instaurer justement le dialogue et de faire en sorte à colmater les brèches et trouver une feuille de route qui permet à ce pays-là de sortir de crise. Justement, la mission de la CEDEAO, selon les communiqués, a décidé en tout cas de partir plus tôt que prévu du pays. Mais que vous inspire cette situation? Non, le président Embalo s'est dit non, mais écoutez, je suis à la tête d'un pays souverain. Nous sommes tout à fait indépendants. Il ne s'agit pas des injonctions. Il ne s'agit pas pour nous de recevoir des injonctions, ni de la CEDEAO, ni de quelque institution internationale que ce soit, parce que nous sommes indépendants. Et donc, ça veut dire que lui, qu'on a fini par coopter pour installer au pouvoir grâce à la CEDEAO, aujourd'hui, il se retourne contre cette CEDEAO-là. Lui qui était vraiment le chantre des règles et principes de la CEDEAO, c'est lui qui aujourd'hui foule aux pieds toutes ces règles-là. Il a pour fonder, je vous l'ai dit, les pays de l'AES, sous prétexte que oui, il ne doit pas avoir de coup d'État et tout ça, et qu'il faut absolument avoir des élections dans ces pays-là. Encore que ces pays sont en grève, font face à un fléau assez difficile à gérer, notamment le terrorisme et l'impérialisme, voilà, des Occidentaux. La Guinée-Bissau n'a aucun problème politique. Elle n'a aucun problème d'ordre, je veux dire, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de crise sociale, etc. Qu'est-ce qui peut expliquer que le président Embalo se montre incapable d'organiser des élections dans le temps et il prend prétexte de ce que son mandat ne serait pas fini, alors que l'évidence veut que ce mandat-là soit de 5 ans, tout simplement. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire que la mauvaise foi, la malhonnêteté, la fourberie sont malheureusement les traits saillants qui caractérisent beaucoup de nos chefs d'État. Voilà pourquoi nos pays auront du mal à se faire respecter dans l'échiquier international. Ils auront du mal à avoir une parole qui porte. Parce que si vous voulez avoir du respect sur le plan international, si vous voulez que vos interlocuteurs vous respectent, vous devez incarner certaines valeurs de droiture, de dignité, de parole donnée, etc., etc. Voilà des guignols, malheureusement, qui finalement amusent la galerie et donnent le sentiment que le pouvoir présidentiel est une fin en soi. Et une fois qu'ils y sont, c'est qu'ils sont des représentants de Dieu. Un retournement de veste, selon vous? Absolument, c'est un retournement assez abracadabrantesque, parce que un ballon qu'on croyait digne de vision, parce que quand vous voyez un peu les propos qu'il tenait lorsqu'il était candidat, et même dans les premiers moments, quand il était président de la République, je me rappelle bien sa première interview justement sur France 24, où on lui a demandé, il était allé pour une visite de santé, enfin une mission de santé. Et puis donc, on lui demande, mais écoutez, mais vous avez de la chance en tant que président pour venir en France vous soigner, alors que des milliers de personnes dans votre pays n'ont pas cette chance-là. Est-ce qu'il ne serait pas bien que vous construisiez, voilà, un hôpital de référence dans votre pays pour que tous les citoyens puissent en profiter? Il a dit quoi? Il dit que ça fait partie de ses priorités. Et alors, le journaliste Alain Foucault lui demande, c'est une promesse que vous faites au peuple bissau-guinéen? Il dit non, c'est pas une promesse, c'est quelque chose qui va matérialiser ici et maintenant, et qui n'a été retardé que par la crise de Covid, voyez-vous. Mais après 5 ans, est-ce qu'il a construit le centre en question, l'hôpital en question? C'est pour dire qu'en réalité, certains de nos dirigeants n'agissent pas en homme de pensée, et ils ne pensent pas en homme d'action. Lorsqu'ils sont dans une situation, ils embrayent une forme de diarrhée verbale, et après, ils n'ont aucune capacité à matérialiser cela et à implémenter ce qu'ils disent. C'est que, du coup, ils bradent la parole présidentielle et donnent le sentiment d'être plutôt des petits comédien, vous voyez. Or, en réalité, un dirigeant, c'est celui-là qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il pense. Vous voyez. Donc, dans ces conditions, je pense que nos dirigeants doivent vraiment commencer à se questionner. Parce qu'ils ne peuvent rentrer dans l'histoire qu'à cette condition où ils posent des actes nobles, qui résistent au temps et à l'espace et qui élèvent justement l'âme de la société à la tête de laquelle ils sont. Sur la scène politique régionale, cette situation en Guinée-Bissau ravive dans les débats les vieux démons des crises multiples entre la CEDEAO et l'AES que vous mentionniez tantôt. Y a-t-il des similitudes? Mais oui, mais écoutez, c'est-à-dire qu'en réalité, la CEDEAO elle-même doit se rendre compte de combien elle n'a plus de crédibilité. Elle est devenue grabataire, elle est handicapée à tout point de vue. Et donc, les résidus de la CEDEAO qui gesticulent aujourd'hui doivent se dire, ben, écoutez, il va falloir qu'on repense le concept de cette communauté sous-régionale, parce que finalement,
tout le monde, lorsqu'il est en situation un peu difficile où la CEDEAO va activer ses règles, on essaie de se fronder tout simplement, sachant que celle-ci n'a aucun moyen coercitif, n'a aucune capacité à le pousser à obéir donc aux règles de cette communauté-là. Ceci arrive pourquoi? Parce que cette communauté-là s'est montée tellement incohérente, incapable de vision et d'implémentation, en tout cas de l'esprit et de la lettre qui ont animé justement les fondateurs de cette communauté-là. Et donc, étant entendu qu'elle est devenue un conglomérat d'individus qui cultivent l'individualisme, l'égocentrisme et l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt communautaire, cela fait que cette communauté ne représente plus rien. Elle est donc devenue une coquille vide, sinon une enveloppe qui n'a plus de contenu. Voyez? Donc je pense que tout cela doit servir de leçon à ce restant de cette communauté-là qui doit comprendre que, en tout état de cause, pratiquement tous ses membres, lorsqu'ils sont en situation difficile, vont lui tourner le dos. Et donc, il va falloir qu'ils repensent toute la vision qu'il y a autour de cette communauté, et donc qu'elle pose des actes qui puissent recueillir l'assentiment de la population, parce que cette communauté, c'est une communauté qui est censée être une communauté des peuples. Aujourd'hui, c'est un syndicat des frondeurs, des égoïstes, des déconcentrés, qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Voyez? Et donc, dans un tel contexte, la CEDEAO ne représente plus rien, et bien elle devient une risée, bien sûr, au sein de l'opinion. Comment expliquer l'échec de cette mission qui a dû quitter précipitamment Guinée-Bissau? Est-ce que la situation très fragile de la CEDEAO actuellement en est pour quelque chose? Oui, c'est clair, c'est ce que je venais de dire. C'est-à-dire qu'en fait, vous pensez que si c'était un pays qui a une certaine aura, une communauté qui a une certaine densité, qui a une aura, un impact sur le plan national et international, qui avait envoyé une mission en Guinée-Bissau, le président Embalo aurait cette audace de la menacer d'expulsion? Non, c'est parce qu'il sait lui-même de l'intérieur, pour avoir dirigé donc cette CEDEAO-là pendant 1 an, 7 mois, que cette CEDEAO incarne un certain nombre d'incohérences qui la fragilisent. Et donc, il est en droit de lui rappeler que elle ne représente absolument rien. Parce qu'aujourd'hui, après avoir exercé le pouvoir pendant 5 ans, il a poussé des ailes. Et il n'a plus besoin de cette CEDEAO-là. Il lui rappelle tout simplement qu'il est un vrai dirigeant à la tête de son peuple, même s'il sait que sa légitimité est aujourd'hui questionnée. Parce que voilà, c'est le genre de président qui, en 5 ans, dissout l'Assemblée nationale par 2 fois et donc fait du coq à l'âne à tout moment sans pouvoir être capable de créer, d'opérer une cohésion nationale. Est-ce que la CEDEAO aurait pu intervenir en ce moment-là pour stopper l'hémorragie? En fin 2023, le régime d'Embalo avait dénoncé une tentative de coup d'État, situation amenant à reporter même les élections législatives, à dissoudre le Parlement. La CEDEAO aurait pu réagir. Mais elle a toujours réagi avec des communiqués. Je pense qu'elle a envoyé une force de 700 hommes en Guinée-Bissau pour la stabilisation, etc. Mais ce sont toujours des réactions superficielles, incohérentes, parce qu'en fait, elles ne sont pas animées par une certaine sincérité, par une certaine vision, voyez-vous. Et donc, même l'envoi de ces forces-là veut dire qu'on envoie cette force pour protéger un ami personnel et non le leader d'un pays dont la responsabilité vis-à-vis de ce peuple-là est marquée et connue. Vous voyez? Donc, dans un tel contexte, Embalo connaît très bien les faiblesses de cette CEDEAO-là, puisqu'en réalité, on parle de la CEDEAO comme si c'était une entité, décrétée. Non, il s'agit des individus qui la composent. Et donc, chacun de ces chefs d'État-là, traînant, en tout cas, des casseroles, explique que finalement, ils se connaissent et ils savent que toutes les fois où il y a une situation et cette communauté a la prétention d'intervenir, il suffit là de lui rappeler ses propres manquements pour que rien ne fût fait. Jusqu'à preuve du contraire, qu'est-ce que la CEDEAO a fait pour réagir face à cette menace que le président Embalo a proférée contre sa mission? Si ce n'est de sortir un simple communiqué pour rendre compte de l'objectif de la mission et donc de rappeler qu'elle est partie, elle a écouté son séjour parce qu'elle a été conduite par le président Embalo. Mais c'est quand même grave. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'action déterminante, il n'y a pas il n'y a aucune vision. Donc c'est pour dire,
en tout état de cause, que la CEDEAO est réduite à la théorie, à des affirmations gratuites, et parce que, tout le monde sait que, elle ne représente absolument rien. Et face aux défis politiques au sein de ces pays membres, comment est-ce que l'organisation peut aujourd'hui restaurer son autorité pour faire respecter les tests, mais surtout pour garantir la stabilité dans son espace? Il faut que ces membres, que sont nos dirigeants, renoncent à leur ambition personnelle. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'ils ont une responsabilité historique dans la perspective, en tout cas dans le chantier de construction de nos nations. Vous voyez ? Une fois qu'on a des dirigeants qui sont effectivement des leaders et qui comprennent leur mission, leur responsabilité et qui en font des sacerdoces, absolument l'application des règles des nations et de la communauté elle-même devient naturelle. Vous voyez ? Donc, si ces dirigeants-là qui composent donc cette communauté-là ont chacun un agenda caché, une ambition personnelle et qui est donc en contradiction avec les principes établis par cette communauté, vous verrez qu'elle ne sera jamais en mesure d'appliquer ces principes-là et donc de restaurer sa crédibilité. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la faiblesse de la CEDEAO reste qu'elle est inféodée par les puissances impérialistes occidentales qui financent et tirent les ficelles à tout point de vue. Vous avez vu à plusieurs occasions, que la crise malienne était née, que c'était plutôt le président Macron qui appelait le président en exercice de la CEDEAO pour lui donner des instructions sur les sanctions qu'il fallait prendre contre les pays membres de cette communauté-là. Vous voyez ? Donc, c'est pour dire qu'en réalité, lorsque vous êtes à la tête d'un pays, vous ne faites adhérer ce pays-là à une communauté qu'à cette condition, que celle-ci puisse présenter des avantages qui donc profitent aussi bien au peuple qu'au pays lui-même. Mais si vous êtes dans une communauté qui rame à contre-courant de vos propres intérêts, qui est prête à vous trahir à tout point de vue, et à se rebeller même contre vous, ça veut dire que vous êtes en droit de dire, mais écoutez, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Voilà ce qui a conduit à la sortie donc des pays de l'AES et qui explique qu'aujourd'hui, beaucoup de pays de cette communauté finissent par se recoqueviller sur eux-mêmes parce qu'ils observent que la CEDEAO n'a ni les capacités, ni les moyens, ni la volonté de les accompagner dans une perspective donc d'évolution de leur société. Vous voyez ? Donc c'est pour dire qu'en tout état de cause, si la CEDEAO a envie, effectivement, de restaurer son image, d'avoir une certaine crédibilité et une parole qu'il puisse porter, il va falloir que ses membres renoncent à tous leurs plans cachés, qui sont liés à leur vente plutôt qu'à l'esprit, et qui doivent animer un leader pour construire les nations nobles. Voilà. Prolongation de mandat en Guinée-Bissau, débat autour d'un troisième mandat du président béninois Patrice Talon, débat également sur un quatrième mandat prêté au président ivoirien pour cette année 2025, année électorale sur le continent. La CEDEAO a-t-elle du pain sur la planche? Énormément. Elle a énormément du pain sur la planche. Bon, je pense qu'à vrai dire, la CEDEAO même elle est essoufflée en fait. Elle est consciente qu'elle n'a que des paroles qui n'ont aucun impact sur ses membres. En fait, chaque membre fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut parce que la CEDEAO n'existe pas. Elle n'existe que de nom, à vrai dire. Et puisque c'est ce monstre-là qu'eux-mêmes, ils ont fini par construire, par bâtir, et donc qui ne constitue plus rien. Voyez, donc, c'est de ça que je parlais. Les ambitions personnelles de ces dirigeants-là. Une fois qu'ils sont dans le fauteuil présidentiel, ils oublient que c'est une mission. Ils oublient qu'en réalité, ce fauteuil-là ne leur appartient pas, et qu'il appartient en fait au peuple. Et donc, ils arrachent au peuple tout son pouvoir. Et ils font en sorte que le peuple devienne même une vraie croix pour eux. Vous voyez ? Comment vous pouvez vous expliquer qu'un Mbalo, dans un contexte où il perd de légitimité, parce que lorsqu'il avait dissous l'Assemblée nationale, il a organisé des élections législatives, c'est l'opposition qui a eu la majorité absolue. Voyez-vous? Et donc, il a pris prétexte sur le coup d'État, etc. Il a fait encore une autre dissolution de l'Assemblée, etc. Et donc, ça veut dire qu'il est conscient de ne pas avoir de légitimité. Et aujourd'hui, il a envie de gagner du temps pour voir s'il peut piocher, s'il peut arracher quelques leaders d'opinion pour les mettre dans son plan, lugubre et personnel de rallonge de séjour dans le fauteuil présidentiel. Et puis, il cherche un allié
à l'international, c'est bien sûr la Russie. Vous voyez qu'il justement, a dans la fallu... foulée, le président a effectué une visite d'État en Russie. Qu'est-il donc allé chercher? Mais justement, il est parti en Russie, je pense le 23 ou le 24 février, et il vient annoncer que bon, il va organiser les élections en novembre. Il a besoin d'un allié parce qu'il a compris que lui qui était aussi docile, aussi soumis à la France d'hier, ne peut plus compter sur la France, puisque la France elle-même a tellement de problèmes d'ordre politique, d'ordre social, d'ordre diplomatique, etc., même économique. Et donc la France n'arrive plus à se prononcer sur la situation dans les autres pays parce qu'elle-même, elle s'est fragilisée sous le régime de Macron. Vous voyez? Donc, il a bien compris qu'il lui faut un allié, puisque en réalité, il se dit que bon, quelqu'un comme Poutine n'est pas aussi très regardant sur le respect des questions des droits de l'homme, etc. Bon, s'il lui fait la cour, tant mieux. Mais il se trompe. Parce qu'en réalité, sa cause ne peut pas être entendue du fait qu'il n'est pas à la tête d'un pays qui est en guerre, qui souffre d'un fléau qui serait lié au jeu pernicieux des puissances occidentales. Et puis il s'est montré tellement enfant sorti du moule des Occidentaux qu'en réalité il aura du mal à se rallier aussi facilement à la Russie. Mais puisqu'il est désemparé, il a besoin des alliés, il fait la cour à tout le monde aujourd'hui. La Guinée-Bissau, un pays qui a connu des coups d'État militaires dans le passé. Le différent sur la table en lien avec donc la prolongation de ce mandat, est-ce que cette situation risque encore de plonger le pays dans une nouvelle crise? Vous avez affirmé tout à l'heure dans votre introduction, vous avez dit une crise politique. Et voilà. Vous avez dit que c'était une crise qui s'annonçait. Non, elle ne s'annonce pas. Elle y est de plein pied. La crise en Guinée-Bissau n'a jamais été estompée véritablement. Elle n'aurait été estompée que si le président Embalo s'était conduit en vrai père d'une nation, qui est là pour toute sa société, pour tous les citoyens, et qui oublie justement les clivages ethniques, les clivages politiques, les clivages liés à des intérêts, etc., etc. Et qui se consacrait donc au développement de son pays. Voyez, j'ai évoqué un peu la situation de l'économie de la Guinée-Bissau et même de la crise sociale, etc., etc. Dans un tel contexte, il est difficile d'avoir de la crédibilité nécessaire pour rassembler les énergies politiques et sociales autour d'une vision du chef de l'État. Encore faudrait-il qu'il en dispose. Vous voyez? Donc c'est parce qu'il a échoué, si vous voulez, sur le plan politique. Il a échoué aussi sur le plan économique et sur le plan social, qu'il s'est réduit tout simplement à s'attacher simplement au pouvoir. Vous voyez? Donc au bout du compte, ça veut dire que la seule expertise que quelqu'un comme Embalo a fini par développer au bout de 5 ans, c'est comment faire pour rester au pouvoir le plus longtemps possible. Or, en réalité, l'expertise qu'il aurait dû secréter et développer, c'était de comment faire pour épanouir le peuple. Comment faire pour que la contribution des citoyens guinéens, bissau-guinéens, dans la création de la richesse nationale puisse s'accroître chaque jour un peu plus. Il n'a pas réussi ce pari, mais il voit en même temps qu'il risque de s'exposer à des critiques et même à des poursuites. Bilan mitigé au bout de 5 ans de... Non, ce n'est pas mitigé, c'est un échec. Parce que, voilà, c'est un échec puisque s'il a été contraint de dissoudre l'Assemblée par 2 fois de suite, de pourfendre son opposition, et on voit une certaine radicalisation et même une forme d'escalade au sein de la classe politique et au niveau de la société elle-même, ça veut dire qu'il y a une difficulté. Il n'a pas réussi à fédérer les énergies. Et pour terminer, la question de la fin du mandat d'Umaro Sissoko Embalo continue de susciter de vives discussions depuis plusieurs semaines dans le pays. L'opposition bissau-guinéenne qui conteste la gestion politique du président affirme que son mandat se termine fin février 2025, conformément à la Constitution. Des analyses estiment qu'il y a tentative de coup d'État constitutionnel dans ce pays. Qu'en dites-vous? Le coup d'État est déjà effectif. Lui qui condamne les coups d'État un peu partout, je pense qu'il doit quand même tirer aussi la leçon que pour dire que le malheur n'arrive pas qu'aux autres. Il peut arriver à tout le monde aussi. Et il faut faire face à certaines situations pour comprendre la réaction des autres. Lorsque des soldats comme des officiers comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abderrahmane Tiani prenaient le pouvoir dans leur pays, les gens n'avaient pas compris que en fait c'est parce qu'ils ont fait face
à la mort. Ils ont fait face à une situation extrêmement délicate et délétère vis-à-vis de leur peuple, qu'ils ont vécu des situations révoltantes. Et c'est ça qui a sécrété l'énergie qui leur a permis de prendre le pouvoir pour corriger justement toute cette situation qui fait que en réalité nos pays sont littéralement dépendants et vivent dans une servitude absolue. Lui aujourd'hui, après avoir exercé le pouvoir, il a pris goût. Et il comprend que ce n'est pas facile d'être un leader. Ce n'est pas facile de développer un pays. Parce que pour développer un pays, en tant que dirigeant, il va falloir faire des sacrifices. Renoncer à la jouissance pour se sacrifier véritablement à un leadership rentable. Vous voyez? Donc ça veut dire, en toute tas de cause, que cette crise, elle est là, elle risque de s'amplifier puisqu'il n'y a pas d'interlocuteur crédible. C'est de la CEDEAO qui aurait dû jouer ce rôle-là. Je vois mal l'Union africaine intervenir efficacement dans cette crise bissau-guinéenne. Et si vous voulez, si la CEDEAO, je veux dire, les acteurs politiques bissau-guinéens veulent vraiment retrouver un pays apaisé, il va falloir que tous reviennent à la raison. En premier, le président Embalo lui-même, qui doit comprendre que son avenir et son devenir dépendent littéralement des choix judiciaires, des choix politiques judiciaires qu'il va opérer à partir d'aujourd'hui. Pour conclure en un mot, comment qualifiez-vous la réaction du président vis-à-vis de la mission de la CEDEAO? Non, mais c'est de l'ingratitude, puisque c'est grâce à la CEDEAO, je l'ai dit, que lui, il a pu accéder au pouvoir parce que la crise là avait perduré pendant des mois et il y avait des tiraillements monstrueux. À ce moment-là, c'était le président Macky Sall qui est peu comme lui et qui est presque un frère, il appelle son grand frère, etc., qui a finalement joué un rôle déterminant ainsi que Issoufou, Mamadou Issoufou, qui était donc au Niger, qui ont travaillé véritablement pour que la CEDEAO puisse jouir de tout son pesant d'or dans l'accession de Embalo au pouvoir. Et donc si aujourd'hui, lui, il se retourne contre cette CEDEAO-là, c'est d'abord parce qu'il est ingrat, mais ensuite c'est que parce qu'il se montre totalement incohérent, parce que il a utilisé le pouvoir comme un instrument, un bouclier qui va le protéger vraiment pour longtemps. Guinée-Bissau, la CEDEAO face à un nouveau défi. Lucas Baki, merci d'avoir répondu. Le merci, c'est à vous. Et puis je vais vous dire simplement que là, il s'expose à un coup d'État. Parce que dans un tel contexte, il aiguise la révolte et c'est cette révolte-là qui risque, devant cette impasse, d'amener un coup d'État. Plus de coups d'État sur le continent, c'est le souhait de la CEDEAO. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis dans l'invité du jour.